de valoriser la culture africaine. D'accord. C'est en défendant les tenues, on défend l'activité aussi. Parce qu'il ne faut pas seulement voir le miroir tenue. Derrière, il y a toute une chaîne d'activités qu'on défend. C'est clair. Bon, je disais tout le temps, je dis qu'aucune théorie étrangère ne peut nous développer. Donc, Diop vient de dire un truc qui est très important. Vous voyez, on ne peut pas aller à l'émergence en aussi oubliant notre culture, surtout même sur les effets vestimentaires. Parce que c'est un grand marché. Il y a plus d'1 milliard d'Africains. C'est un grand marché. Si nous nous imposons une dictature culturelle en disant que nous ne nous habillons plus sans nos habits, je pense que ça va permettre... On peut le faire peut-être sans l'affirmer. Non, non, ça veut dire que oui, personnellement, moi je peux décider pour dire, bon, moi je ne m'habille plus si ce n'est pas africain. Je pense que j'ai des exigences. Quand je vais voir mon couturier, je lui dis non, tu ne me coupes pas un truc comme ça, couper un coup et puis me donner. Non, ça peut se faire, mais il faut que ça se fasse dans ton coton, avec le travail de tes tisserands et tout ça. Oui, mais le travail de tisserand va changer. Parce que si les tisserands sont débordés, obligatoirement, l'invention naît à partir de là. À partir du besoin. Ça parle de l'invention naît à partir du besoin. Les tisserands, c'est dépassé. C'est dépassé, mais ils existent toujours parce que les consommations sont moins. Si les consommations sont plus, vous allez voir que quel que soit un élève qui quitte à l'école, qui doit passer, il faut qu'il ait des BTS dans ça. On revient encore à notre système scolaire. Parce qu'il faut que notre système scolaire prenne en compte nos besoins et nos activités. Quand c'est comme ça, on a des diplômes qui vont dans ce sens. On peut avoir des créations, on peut avoir des inventions, et puis on peut se développer. Sinon, dans ces conditions, hein, si notre vœu est exaucé, avec les plantations de coton, les tisserands, l'activité de la filière là, sera florissante, non? C'est clair. Je vous prends un exemple très simple. Au Festival des 18 montagnes, il y a l'exposition sur le pagne tissé. On s'est dit quoi? On s'est dit, si on réussit à faire du pagne tissé et des tenues de soirée, des tenues de sortie, etc., etc., le tisserand va plus produire et il va commencer à réfléchir comment il va sortir du pagne de qualité. Regardez le bogolan au Mali. Le bogolan, avant, on ne pouvait pas le porter parce qu'il était tellement lourd. Et à cause de la chaleur, on ne pouvait pas porter le bogolan. Mais plus ils ont travaillé sur le bogolan, aujourd'hui, tu as du bogolan qui sort comme des tissus qu'on porte. Très fin en tout cas. Très fin. Donc si les stylistes commencent à utiliser le bogolan pour faire des costumes, des pantalons et ainsi de suite, le tisserand, il gagnerait plus. Et le métier de tisserand va se développer. Et il y aura de l'activité. Si les jeunes gens commencent à s'intéresser à ça, parce que personne ne veut s'appeler tisserand, tout le monde veut travailler dans un bureau. Si les jeunes commencent à s'intéresser aussi à ça, avec leur nouvelle intelligence, avec leur savoir, la nouvelle technologie, je pense que les choses... C'est pour ça que je crois toujours en Afrique. Parce qu'on est encore à l'état brut. C'est-à-dire que tout ce qu'on a, c'est encore brut. On n'a encore rien fait. On peut se développer sans les autres. D'accord. Donc on touche déjà à un point important qui est la question de mentalité. Parce que justement, on ne peut pas aller contre les libertés individuelles. Il faudrait donc qu'on amène les gens à prendre conscience que c'est bon de faire comme ça. Et puis ça passera. Et ça met en marche toute une chaîne. La liberté individuelle dont vous parlez, vu commune de l'Occident, ça va devenir peut-être... D'accord. Si je pense que je ne veux pas faire ça, je ne peux pas être forcé à le faire. Seydina, M. Fidèle est en ligne depuis Port-Boué. Vous écoute depuis. Fidèle. Oui, allô, bonjour monsieur. Ouais, bonjour, Seydina, il ne veut pas vous laisser parler. Bonjour. Bonjour. Oui, merci pour les émissions comme ça. Quand c'est comme ça, nous qui sommes jeunes, ça nous arrange beaucoup. D'accord. Ok, au fait, c'est pour intervenir aussi. Alors, on vous écoute alors. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les tenues traditionnelles là, puissent connaître une certaine promotion, avoir une certaine valeur aux yeux des uns et des autres? Au fait, moi, j'utilise d'abord la télévision aujourd'hui. J'utilise la télévision, c'est vous qui présentez certaines choses. C'est vous qui devez mettre en valeur la tenue traditionnelle africaine. En tout cas, on le fait déjà lundi, mardi, mercredi, en tout cas. Ici, sur 4 personnes, vous avez facilement 3 habillés comme ça. Oui, mais je vous dis très bien. Au fait, c'est pour vous dire que c'est vous qui devrez mettre la tenue traditionnelle en valeur. D'accord. Parce que quoi? On a constaté aujourd'hui qu'à la télévision, ce sont les guides. Vous m'écoutez très bien? Oui, on vous suit. Oui, c'est les guides. Les tenues vestimentaires et européennes que les gens portent aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut évoluer en parlant de la tenue africaine? Aujourd'hui, quand tu t'habilles, tu portes, comment on appelle les pantiques, et que tu vas au travail. Tu es mal vu au travail. Mal vu? Vous êtes mal vu. Vous êtes sûr? Vous ne pouvez pas porter un pantique. On vous a... Un débardeur, genre,
Faut bien demander avec les agents de l'or. Et puis alors, ça va au bureau comme ça. Vous êtes mal vu. D'accord. Donc c'est à vous maintenant de dire à la population. D'accord. Malheureusement, donc, c'est vrai, ça se comprend. Il a fait un temps au standard. Il demande aux acteurs, à tous les leaders, comme l'a dit ici Diabostek, de rentrer dans la danse, de ne pas se contenter d'alerter l'opinion. Soi-même, il faut se mettre dans la danse pour que cette tenue-là soit pas mal vue. Mademoiselle Edwige, nous sommes au Sénégal. Bonjour Edwige. Malheureusement, un souci avec le téléphone aujourd'hui. On en était donc, oui, à la question des mentalités. Tout à fait. C'est ce qui répond à la loi de la saturation. Si on voit l'animateur porter ceci, si on voit l'enseignant le faire, si on en parle comme on est en train de le faire, de plus en plus, ça rentrera dans la mentalité des uns et des autres. Parce que moi, je suis de ceux qui disent que la croissance de l'Afrique ne peut aller sans un changement de mentalité. Il faut qu'on voit tous de la même manière. L'impérieux devoir effectivement de valoriser nos cultures, de valoriser nos tenues, de valoriser notre travail pour que les uns et les autres aussi accordent de l'importance à ce que nous présentons. D'accord. Sur Facebook, beaucoup de réactions. On en donnera quelques-unes tout de suite. Vous êtes nombreux, nous vous sommes reconnaissants. La communauté est riche de plus de 2000 personnes. En tout cas, on vous félicite. Nous donnons la lecture du message de M. Kamanga qui dit que sachant que nous sommes des Africains, on ne pourra pas toujours porter des habits des Blancs pour se marier. Nous devons savoir que les temps avancent et nous ne sommes plus au 20e mais au 21e siècle. Alors, force est de tout faire pour que nos tenues aient de la valeur. On l'a dit tout de suite, la tenue, c'est vrai, c'est le miroir, c'est la vitrine. Derrière la tenue, il y a toute une industrie. Parce que là, nos habitudes vestimentaires font tourner des industries d'autres pays au point que ces pays-là sont pris pour référence dans le textile. Pourtant, on produit du coton ici. Quand on prend la Thaïlande, l'industrie de la Thaïlande, c'est l'industrie vestimentaire. Ils ont des grandes usines où il y a des couturiers, des dames et autres qui font le truc. Qu'est-ce que moi je veux dire? Je veux dire que si vous voyez qu'aujourd'hui il y a plein de chômage, c'est parce que on a des diplômes qui ne sont pas forcément adaptés à nos besoins. 2 minutes. On va au Burkina Faso trouver M. Djibo et on revient tout de suite. Djibo, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, on vous prend rapidement pour ne pas que vous ayez le même sort que Edwige du Sénégal. Alors, on vous écoute par rapport à ce qu'il faut mettre en place pour que nos tenues soient de plus en plus en première ligne. Bon, c'était pour vous rappeler tout simplement. Allô? Allô, vous êtes en direct, Djibo. Vous me suivez? On vous suit. J'ai dit tout simplement de vous souvenir le discours de M. Thomas Sankara, le président burkinabé. Vous nous rappelez le discours? Oui. D'accord. Alors, ce discours-là, on l'imagine, c'était pour que chaque Africain fasse en sorte que chacun chacun s'approprie ce qu'on a. À son temps. Et qu'est-ce qu'il avait dit? La question, si vous nous la posez, ou est-ce qu'on doit attendre quelque chose de vous? Simplement, il était habillé par de tisserands burkinabés. D'accord. Bon, on a saisi l'essentiel. D'accord, merci beaucoup. 22 42 54, vous voulez quand même... Moi, je pense qu'il y a des blocages à certains niveaux. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on a atteint le mur. Donc, chacun est à la recherche de son identité. C'est pourquoi on rencontre beaucoup de personnes lors de leur mariage qui portent les tenues de leur région. Didier, très loin de la Côte d'Ivoire. De plus en plus, ça commence à venir. Maintenant, le deuxième blocage, c'est quoi? C'est notre système même. On est encore dans le système du colon. En réalité, quand quelqu'un porte une tenue traditionnelle pour aller voir dans un bureau, pour aller voir peut-être le ministre ou un directeur de société, la secrétaire même qui est là pense que c'est un gars qui est quitté au village pour venir, je ne sais pas, racketter le directeur. Vous voyez? Donc, le gars, il est négligé tout de suite. Aujourd'hui, nous-mêmes, on s'habille en costume, on vient ici, parce qu'après la télé, on a des rendez-vous. Tu ne vas pas t'habiller dans ton appareil de tenue traditionnelle. Quand tu vas dans un bureau, la secrétaire te dit le directeur n'est pas là. Donc, il y a tout ça qu'on doit revoir. Avant, on s'habillait une fois par semaine en bleu-blanc. Chemise, cravate, tout ça. Pourquoi?
on n'impose pas à l'école, une fois par semaine, les enfants s'habillent en tenue traditionnelle. Je pense qu'à partir de là, le changement de comportement va commencer à s'installer. On le fait avec le Mardi Gras. C'est vrai que ce n'est pas une fête africaine, mais avec le Mardi Gras, on voit tous nos enfants dans nos tenues traditionnelles. C'est beau à voir. Et ça reste dans la tête des enfants. Donc, ça peut amener le changement de comportement. Et surtout, un clin d'œil à l'équipe de Ozo Vacancin qui, avec le concours, le concours Bagnon ou Tawaklama, il y a des rubriques comme ça, là où on voit les enfants dans les tenues africaines, en tout cas, très beau à voir. Et je pense que ça pourra jouer un rôle dans le sens de faire bouger les lignes. Nous allons au plateau. Dernière intervention par téléphone, Mademoiselle Diallo. Par téléphone, Mademoiselle Diallo. Allô, bonjour. Bonjour Diallo, bienvenue. Allô, bonjour. Bienvenue. Merci. Bon, on sera obligé de revoir tout cela parce qu'on a un système d'écho avec vous, ce qui n'est pas trop confortable. D'accord, malheureusement, Miss Diallo, demain ou encore un autre jour, c'est un sujet concernant l'Afrique parce que les sujets sur l'Afrique, ça ne manque pas sur ce plateau-là ici, sur RTI 2. Alors, vous savez conditionner les gens pour qu'ils soient des pièces uniques. Oui, conditionner, paramétrer, bref, c'est le même vocabulaire. Je voudrais abonder dans le même sens que Diop tout à l'heure. C'est ce qui explique un peu ce qu'on a appelé la saturation. On le voit une fois en passant. Ce serait bien d'institutionnaliser cela, c'est-à-dire que peut-être un jour dans la semaine, les enfants à l'école portent une tenue vestimentaire africaine, ou pourquoi pas on a des tenues Nzassa qui peuvent faire partie des, remplacer peut-être le kaki ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste un exemple qui pourrait, parce que je crois qu'à un moment donné on a changé, à un moment c'était bleu-blanc, je crois que quand on était en 6e, les enfants portaient le bleu-blanc. Après, c'est changé, c'est devenu le kaki. Donc, il peut y avoir une réforme pour apporter quelque chose dans ce sens-là. Ça va aider à saturer et puis à changer aussi les mentalités. Et c'est le bon bout. Alors Stéphane Nadeau, pour devenir une pièce unique, pour éviter de copier, quelles sont les clés que vous nous donnerez aujourd'hui? Ça nous aidera à trouver une solution à ces problèmes-là. Tout à fait, nous sommes uniques, nous ne devons pas être une copie. Alors il y a 4 clés qu'on appelle 4 lois dynamiques de succès. La première loi, c'est la loi de la saturation. Elle dit que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il prend toutes les informations qu'il reçoit et les traduit en comportement. Donc plus on est saturé de quelque chose dans son esprit, plus on le devient. La deuxième loi, c'est la loi de l'attraction qui dit qu'on attire à soi les choses auxquelles on pense constamment. Et justement, ce à quoi on pense vient toujours de ce qu'on a pris l'habitude d'écouter. On devient ce que l'on entend. Donc, pour pouvoir attirer ce qu'on veut, peut-être la prospérité, attirer peut-être la considération, il est important de pouvoir se saturer des choses qui y ressemblent, de façon à y penser constamment pour pouvoir les vivre. Donc, la première loi, c'est la saturation. La seconde loi, c'est l'attraction. La troisième loi, c'est la correspondance. Tu es propre dedans et tu es propre dehors. Si tu es pourri dedans, tu es pourri dehors. Rien ne vient de façon fortuite. Ce qui fait que vous allez prendre un exemple, Mohamed, si je gagne au millionnaire du jour au lendemain, vous allez vous rendre compte qu'après 6 mois, 1 an, plusieurs années, il n'est plus possible de voir la même richesse au départ. Pourquoi? Parce que c'est venu comme un cheveu sous la soupe. L'esprit n'a pas été conditionné. Il y a une différence entre avoir des millions et puis avoir la mentalité de millionnaire. Donc ça, c'est la loi des correspondances. Et la quatrième loi, c'est ce qu'on a appelé la loi du commandement. Ce que je dis arrive. On crée de 2 manières, par les paroles et par les pensées. Ce qu'on fait ici, en parlant à chaque fois, en disant que l'Africain doit pouvoir s'autonomiser. L'Africain ne doit pas vivre sous tutelle. L'Africain, par exemple, ne doit pas vivre par procuration. Tout ce qu'on dit a valeur de puissance et agit sur le mental de celui qui l'entend. D'accord, merci beaucoup. On va vous montrer une bonne façon de promouvoir les tenues traditionnelles, les tenues africaines. Voilà, les téléspectateurs ne veulent plus du mot traditionnel. C'est revenu à plusieurs reprises depuis hier. Miss Martinique, c'est le concours Miss Côte d'Ivoire le fait également. Miss Martinique, toutes les filles ont fait un passage en tenue traditionnelle africaine. C'était beau à voir et je pense que c'est une bonne manière d'exporter ces tenues-là. On y va ensuite.
Voilà, retour sur ce plateau. On va terminer avec la dernière rubrique qui nous permet de montrer soit des visages et des noms d'Africains qui font bouger les lignes dans le monde entier. Hier, on était sur Bertin Naoun, qui est un grand inventeur d'origine béninoise, qui a mis au point un robot qui intervient dans la chirurgie. Et aujourd'hui, on parlera de Koudou Kanfunga, qui est la première constitution, au monde. Au monde, voilà. Ouais, ben, j'ai le livre même Koudou Kanfunga qui est là, pour montrer aux téléspectateurs que ça existe bel et bien. Ce n'est pas une invention de Seyd Nani de Diop. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de l'article 6 du Koudou Kanfunga qui parle du travail. Parce qu'on entend ça et là que les Africains n'aiment pas le travail et autres. Et pourtant, la paresse que l'Africain a aujourd'hui est une paresse importée. Sinon, en réalité... On aura certainement quelques illustrations du, justement, oui, du contexte dans lequel le Koudou Kanfunga a été créé. Pour gagner la bataille de la prospérité, il a été institué un mode de surveillance pour lutter contre la paresse et l'oisiveté. Parce que Sundiata détestait les paresseux. Parce que Sundiata a dit que le paresseux n'est pas intègre. Celui qui n'est pas intègre, tout de suite, il peut être tout de suite invendu. Alors donc, pour lutter contre ça, Sundiata a fait de telle sorte que celui qui ne travaille pas, il n'a pas de femme. Il n'a pas d'épouse, il n'a pas de case. Et même quand tu as une femme et que chez toi à la maison, il n'y a jamais de fumée pendant 2 jours, il y a des soldats qui viennent vérifier pourquoi il n'y a pas de fumée chez vous. Fumée dans le sens de cuisine. Dans le sens de cuisine, il faut que tu puisses préparer. Si tu ne prépares pas, c'est que tu ne travailles pas. Alors donc, si tu ne travailles pas, on t'arrache ta femme. Et toutes les familles sont interdites de te donner encore une autre femme. Il faut que tu travailles. Ta réputation fait le tour du village. Oui, ça fait le tour du village, mais si tu es perdu dans ça même, on peut te pousser à aller en exil. Voilà, on peut te pousser à aller en exil parce qu'on ne voulait pas de paresseux dans l'Empire Manding. Parce que l'Empire Manding voulait être un empire prospère. Alors, je vais dire quoi? Je vais dire qu'à travers cet article, on veut faire comprendre aux uns aux autres, surtout aux Africains, à nos jeunes frères, que seul le travail paye. Ah ben, il les chante. Déjà. Oui, seul le travail. Oui, il les chante, mais nous, on veut leur dire que c'est fondamental. C'est dans notre constitution. Le travail est constitutionnel en Afrique, ici. D'accord. Voilà. Donc, il faut que les uns et les autres travaillent parce que l'Afrique a besoin de nous. Ismaël, la première fois que vous avez sorti cette constitution, on a ri ici sur ce plateau. Il a fallu aller voir sur Internet pour y croire. Oui, en réalité, on ne fait pas la... Parce que j'entends toujours aussi que les chercheurs africains ne travaillent pas. Ce n'est pas la vérité. C'est nous, les Africains, qui ne partons pas vers les recherches des chercheurs et on ne fait pas beaucoup de promotion sur ça. Parce que le Koudou Kanfunga, il ne faut pas croire que c'est venu de l'histoire comme ça. C'est l'UNESCO et la francophonie. Ils ont monté des conférences là-dessus. Ils ont croisé les communicateurs modernes et les communicateurs traditionnels. C'est là que le Koudou Kanfunga est sorti. Il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait parce qu'on est en quête de vérité. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Ismaël Diop. On rappelle encore une fois que vous venez d'avoir un diplôme d'honneur du ministère de la Culture et de la Francophonie et que vous êtes le directeur du Festival des 18 montagnes qui a lieu toutes les années au mois de novembre. Votre médaille, vous l'avez enlevée déjà? Oui, je la garde jalousement en fait. Merci beaucoup. Merci à vous, Stéphane. Et merci surtout à vous, téléspectateurs, à vous, internautes. On se retrouve demain avec Bidefait et les autres pour parler de culture ici en Afrique. Notre signature, vous la connaissez. Quand la route vous manque, tracez-la vous-même. À demain. Ne jamais